Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et il est 8h15 et en ce lundi, notre invité de la matinale est Benjamin Kels. Il est journaliste correspondant du Monde en Bretagne. Il est également auteur du livre Bretagne secondaire, une année au pays des volets fermés, publié aux éditions du Coin de la Rue avec de superbes illustrations de Joël Bossel. Et c'est dans la collection Les Explorations bretonnes. Benjamin Kels est avec nous ce matin, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de ce livre qui vous a conduit une année en Bretagne, où vous avez fait des rencontres et où vous racontez cette Bretagne dont on parle un petit peu dans la presse, cette Bretagne des volets fermés. Est-ce qu'on peut avoir une définition de cette Bretagne des volets fermés ? Oui, moi je me suis intéressé à cette Bretagne en fait qui hiberne hors saison lorsque les touristes partent. Je parle de cette Bretagne où il y a plus de résidences secondaires et de maisons Airbnb ou de logements Airbnb que d'habitations principales. C'est de cette Bretagne-là dont je parle et si on essaye de la quantifier sur la péninsule, ça représente 20% du littoral breton, donc c'est non négligeable et c'est une Bretagne qui aujourd'hui hiberne de plus en plus, et ça pose une multitude de problèmes et de questionnements qu'on va sans doute développer. Voilà, alors moi j'avais envie de commencer par le questionnement social, parce que aujourd'hui, évidemment, dans cette Bretagne qui hiberne, dans cette Bretagne des Airbnb, on a cette Bretagne, ou plutôt ces Bretons, ces Bretonnes, qui n'arrivent plus à se loger, qui n'arrivent plus à vivre au pays, et ça pose un problème. Oui, il est là, à mon sens en tout cas, le principal problème, c'est que effectivement, plus on a des maisons secondaires qui s'établissent, qui remplacent des habitations principales, plus on a de logements Airbnb, donc une forme de spéculation immobilière, moins on a d'habitants à l'année sur ces territoires-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des écoles qui se dépeuplent, qui se vident, ce sont des boulangeries qui ferment, c'est une économie qui va être de plus en plus tournée vers la villégiature et vers le tourisme, donc qui va être très saisonnière, et donc pendant 6 mois, il se passe plus grand-chose sur ces territoires-là, donc c'est des territoires en manque de vitalité, et c'est quelque part ce qui s'est déjà passé sur les îles, majoritairement bretonnes, et ça commence à arriver de plus en plus, parce que les habitants les plus modestes, les plus jeunes, n'ont pas le pouvoir d'achat de résidences secondaires, ou de spéculateurs immobiliers, ou de rentiers, quelque part, qui ont reçu en héritage des maisons du littoral, et donc ils peuvent pas s'installer, donc ils sont repoussés dans les terres, ils sont repoussés de plus en plus loin, et donc ce sont toutes les petites mains du tourisme, ce sont les infirmiers, ce sont les instituteurs, les journalistes. Je fais partie des recalés du littoral qui ne peuvent plus s'installer là où ils ont envie d'habiter. Voilà, j'en fais partie aussi, Benjamin. On est nombreux. De ces recalés du littoral. Avant, on quittait la ville pour trouver une forme d'harmonie à la campagne, mais on comprend aussi à travers les lignes que on a du mal à trouver cette harmonie, parce que cette Bretagne des volets fermés, finalement, ça s'étend de plus en plus. Ça quitte le littoral pour aller vers les terres. Oui, déjà ça touche de plus en plus large sur les littoraux bretons. Historiquement, on avait plutôt l'habitude de voir ces problématiques à Arzon, où il y a 80% de maisons secondaires, à Saint-Lunaire, sur les îles dont j'ai parlé, Belle-Île, l'île de Bas, Bréa, évidemment. Si vous allez à Bréa en janvier, c'est très difficile de boire un café, par exemple. Il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Tout est quasiment fermé. Vous avez l'impression d'être dans certains endroits de Bretagne. Vous avez l'impression d'être dans des cités fantômes. Donc cette quête de littoral, cette envie de littoral, notamment depuis le Covid, elle est de plus en plus prégnante, et donc il y a une razzia qui s'est opérée sur les littoraux par des résidences secondaires, par des spéculateurs aussi immobiliers. Et donc on constate que de plus en plus la problématique, le phénomène des volets fermés, il s'est élargi plus largement sur les littoraux, et effectivement dans les terres aussi. Il arrive, parce qu'il faut bien que cette population qui n'arrive plus à se loger sur les littoraux, elle se loge quelque part, et donc elle se déporte dans les terres, et c'est un jeu en tout cas c'est un phénomène de domino qui s'abat sur toute la sociologie bretonne. Alors il y a aussi un volet politique. On va peut-être pas aller jusqu'à l'aménagement du territoire, mais en tout cas au moins au tourisme. On va y venir effectivement à cet aménagement du territoire, mais on est victime ici en Bretagne, comme d'autres régions touristiques, de tourisme de masse qui s'est développé énormément. On a vu
On a vu des mesures, j'allais presque dire coercitives en Corse. On a dit, ben voilà, on va plus dans tel endroit, il y a trop de monde. On l'a entendu aussi pour Bréa, ici en Bretagne et plus près de nous dans les Côtes-d'Armor. Est-ce qu'il va falloir réglementer à un moment ou à un autre le tourisme? Est-ce que vous pensez que ça peut être une piste? Là, elle est plutôt politique. Oui, mais bien sûr. De toute manière, aujourd'hui, le problème des volets fermés, c'est qu'il n'y a pas forcément de règles de jeu très très claires. C'est la loi du marché qui dicte un petit peu tout. Donc c'est la loi du marché pour le tourisme, parce que le tourisme s'est métamorphosé, notamment ici, sur la question des volets fermés, avec l'expansion du phénomène de location à la nuitée, qui retire une part non négligeable de logements qu'on avait l'habitude de trouver sur un logement locatif à l'année qui n'existe plus. Et puis on a la villégiature, donc les maisons de vacances historiquement qui sont de plus en plus nombreuses, notamment sur les littoraux. Ça crée des déséquilibres très forts. Donc il va falloir trouver sans doute des solutions. C'est aux politiques aussi de définir quelles sont les règles du jeu, si on en veut, parce que si quelque part on peut aussi décider que les littoraux sont faits pour accueillir des touristes, beaucoup. Ça a été des décisions, ça a été des choix dans certains coins d'Europe, enfin du monde même en règle générale. Je ne crois pas que ce soit le cas en Bretagne. En tout cas, j'ai pas eu la sensation que ça a été la volonté, mais la vraie question, c'est quel est le bon équilibre en fait entre le tourisme, entre l'activité touristique, entre l'activité des maisons secondaires et une vie à l'année. Quel est le bon point d'équilibre pour que ces économies-là puissent s'équilibrer et cohabiter sans que l'une vienne vampiriser l'autre. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on voit qu'effectivement, le tourisme, la villégiature, les maisons secondaires vampirisent la vie à l'année. Donc, il va sans doute falloir trouver des équilibres et prendre des décisions dans les mois. Moi, j'ai envie de dire qu'on n'a pas forcément encore les outils à la mesure de la problématique, mais c'est aussi une question, elle n'est pas que politique, elle est aussi sur nous, citoyens. C'est la question des volets fermés ou du Airbnb, elle nous questionne dans notre rapport à la propriété individuelle, notre rapport à la rente, à l'héritage. Et quand on sait que on va avoir besoin de se poser, parce qu'il y a un engorgement aujourd'hui. Les Bretons ne partent plus, il y a moins d'exodes qu'on a pu le connaître par le passé, donc on reste au pays. Il y a ceux qui reviennent, il y a ceux qui arrivent, qui ont envie de venir s'installer en Bretagne, et puis il y aura aussi peut-être demain, on attend 400 000 nouveaux habitants d'ici 2040, et on en aura certainement beaucoup plus, parce que il y a une forme d'attractivité avec le dérèglement climatique de la Bretagne que l'on ne sait pas encore mesurer aujourd'hui. Et donc tous ces gens-là, il va falloir les loger, et aujourd'hui, on est déjà en manque de foncier, et puis on a déjà des problématiques pour loger une population qui est moindre que celle que l'on aura demain. Alors justement, le foncier, c'est aussi le grand enjeu. On a décidé la zéro artificialisation des terres. Alors, est-ce qu'il va falloir reconstruire en hauteur comme on le faisait jadis? Est-ce que c'est une piste? Oui, c'est forcément une piste. Après, moi, ce que je dis dans l'ouvrage, c'est que je suis pas là pour apporter une boîte à outils de comment on va sortir de cette problématique. Je suis là pour je suis journaliste, donc je suis plus là pour poser un diagnostic. Et il y a... J'aime pas me laisser enfermer dans un débat sur la ZAN, le statut de résidence, sur les logements sociaux, parce que là on apporte des réponses très techniques, très techno, et je pense que le logement en fait c'est forcément une question technique et techno, mais c'est une question relativement intime. C'est où est-ce qu'on veut vivre, où est-ce qu'on peut vivre, c'est une question qui nous touche tous, et puis c'est une question politique, on en a parlé tout à l'heure, c'est quel cap on prend pour ce littoral-là, qu'est-ce qu'on décide de faire de ce littoral-là. Donc c'est une question intime et politique, et c'est aussi ça que je voulais retranscrire dans le bouquin. J'ai pas fait un livre en fait sociologique et très technique, donc je suis pas là avec la boîte à outils pour endiguer un phénomène qui me semble problématique. Alors le livre n'est pas une étude, il aurait valeur d'étude, on peut le dire comme ça, mais il y a des chiffres évidemment. Moi j'ai retenu aussi le côté humain, il y a des rencontres. Vous avez sillonné la Bretagne pendant 1 an, donc ces rencontres sont importantes parce que là on a le ressenti, la parole des habitants, leur désarroi parfois.
Ouais, moi c'est le caractère du journaliste en fait. Les chiffres, je veux leur donner des visages, je veux aller voir ce qui se passe sur le terrain et moi je cherche la nuance de gris en permanence dans un sujet. Je suis pas un militant, je suis quelqu'un qui va essayer de rapporter ce qui se passe sur un territoire peut-être parfois. Certains me disent c'est un plaidoyer contre le tourisme ou c'est un plaidoyer contre les résidences secondaires. Non, c'est pas du tout ça. Moi je suis là pour dresser un constat que j'essaye de faire le plus honnêtement possible, et donc il faut que j'aille rencontrer les gens, il faut que j'aille rencontrer des personnes qui galèrent à se loger, qui n'y arrivent plus. Il faut que je questionne aussi notre responsabilité à chacun d'entre nous, et puis il faut que j'aille voir aussi ceux qui ne louent plus à l'année, qui vont louer à la nuitée parce qu'ils ont une soif de rentabilité dans leur investissement. Il faut que j'aille rencontrer ces gens qui viennent, qui ont une résidence secondaire, qui viennent habiter temporairement. Les côtes, c'est pas tout à fait la même chose que d'habiter 3 semaines par an quand on vit 200 jours sur le territoire. Et puis ceux qui viennent passer leur retraite aussi, il faut que j'aille les voir. Donc c'est ça que je fais dans ce livre-là. Et puis on essaye de se poser les questions tous ensemble, parce que en fait, on est tous globalement d'accord sur le fait qu'on a un territoire qui est en grand déséquilibre. Si on parle juste de politique, les maires en zone tendue, donc plus d'une centaine de communes bretonnes ont été déclarées zone tendue. Les maires ont eu un levier pour agir, pour surtaxer les résidences secondaires. Des maires de droite comme de gauche ont décidé de surtaxer les résidences secondaires. Donc ça veut bien dire que le problème, il n'est pas militant, c'est que tout le monde fait un constat d'une problématique et qu'on cherche des outils pour le résoudre. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller rencontrer tous ces acteurs du territoire pour essayer de mettre des visages, mettre des mots sur les problématiques. Alors je parlais tout à l'heure des illustrations de Joël Bossel. Elles sont au gré du livre, très belles illustrations. On a aussi un brin de poésie dans son livre, dans ce livre, pardon. J'allais presque dire une petite pointe de nostalgie. Est-ce que je l'ai bien compris, le livre ? Moi, je vais chercher, oui, de la poésie. En tout cas, j'injecte pas mal de textes ou d'extraits d'auteurs qui ont travaillé à leur manière sur la question. Je cite par exemple Xavier Graal, qui dans les années 70 déjà constatait, brocardait cette Bretagne des volets fermés, ces maisons mortes comme il les appelait. Il y en avait pourtant 3 fois moins qu'aujourd'hui. Je vais chercher des géographes. Je vais convoquer Georges Perros, qui a écrit aussi sur ce que c'est que la Bretagne, selon lui, sa définition de la Bretagne, c'est cette Bretagne qui hiberne. Donc oui, je vais chercher un peu de poésie, parce que moi je conçois pas en fait qu'on résoudra ce problème-là, ou qu'on puisse parler de ce problème-là juste avec mon analyse du moment. Il faut que j'aille chercher des historiens, des poètes, parce que leur parole est tout aussi légitime que celle des agents immobiliers ou des notaires. Donc on a besoin de chiffres, on a besoin de mots, on a besoin de visages, et moi j'essaie de faire l'amalgame de tout ça pour expliquer cette problématique-là. Alors il y a aussi l'impression qu'une page s'est tournée en Bretagne. Il y a eu la Bretagne d'avant. Alors il ne s'agit pas de dire ici si c'était mieux ou moins bien avant, mais la Bretagne est entrée dans autre chose aujourd'hui. La Bretagne est plus prospère qu'avant. Effectivement, en fait, le phénomène des volets fermés dont je parle, qui était constaté par Xavier Graal, en fait, c'était le même constat, mais c'était pas du tout les mêmes mots. À l'époque, dans les années 60-70, on quittait la Bretagne parce qu'il n'y avait pas forcément le travail ici. Donc on montait à Paris, on était les enfants de Bécassine. Et moi, je suis quelque part un enfant, un petit enfant de Breton de Paris, mais comme beaucoup de gens en Bretagne. Et puis ils sont revenus vivre au pays parce que la Bretagne a réussi à être un petit peu plus prospère. Et moi, ma génération, je vis pas du tout la même Bretagne que celle de mes parents ou de mes grands-parents. Et quelque part, ça en devient un problème aussi pour la Bretagne. C'est que ma génération, elle n'a plus besoin de monter à Paris. Moi, si je prends juste mon exemple personnel, je suis sorti d'une école de journalisme, je suis resté en Bretagne parce que j'avais envie de travailler en Bretagne. Et ça m'empêche pas de travailler pour des médias nationaux de Bretagne. Donc, il est possible de faire carrière en Bretagne aujourd'hui. Et ça, beaucoup de gens s'en rendent compte, et que la qualité de vie, on a envie de profiter de ce territoire-là, de le vivre. Et c'est là où, en fait, ça crée une tension sociale. C'est que pour des
des populations qui veulent vivre le territoire sur lequel ils ont grandi, elles ont de plus en plus de mal à le vivre. Il y a un phénomène de dépossession assez fort qui peut générer une grogne sociale puissante. Moi, j'ai grandi à Saint-Malo, j'ai pas pu habiter à Saint-Malo. Ma femme est assistante sociale, je suis journaliste, on fait partie de cette classe moyenne. On n'a pas réussi à habiter sur ce territoire qui nous a vu grandir. Donc, on peut pas offrir à nos enfants l'enfance qu'on a eue, nous. Mes parents avaient pourtant un statut social un petit peu plus modeste que le mien. On ne peut pas, donc on a dû partir dans les terres pour pouvoir s'installer. Et donc je comprends en fait la colère aussi de ces gens qui ont une forme de dépossession sociale qui s'exprime aujourd'hui. Alors, il y a ce côté aussi de dire, voilà, les Parisiens, c'est un terme générique, on n'a aucun problème avec nos amis parisiens, bien sûr. On est tous le Parisien de quelqu'un. On est tous le Parisien de quelqu'un. Mais les Parisiens ou les étrangers arrivent, ils ont beaucoup d'argent, ils s'achètent des maisons. Nous, on ne peut pas se payer la maison du bout du bourg qui était en ruine et qui va être retapée. On sent aussi une forme de déclassement. Alors, je ne sais pas si on peut parler social ou de dépossession, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, moi, je me méfie toujours de ce terme, les Parisiens. Je me méfie aussi du terme les Bretons. C'est quoi être Breton, en fait, aujourd'hui? Est-ce que c'est avoir 14 générations qui vous précèdent au cimetière? Alors, si c'est le cas, je ne suis pas Breton. Est-ce que c'est juste le fait d'habiter le territoire, de le vivre? Est-ce que c'est le fait de le sentir, de se ressentir Breton? Moi, j'aime plutôt bien cette idée-là, mais les Parisiens, non, le problème c'est pas les Parisiens. Effectivement, les volets fermés sont en partie dus à des Parisiens, mais quand on regarde les chiffres de l'INSEE, la plupart des résidences secondaires, en fait, ce sont des Bretons. Ce sont des gens qui habitent le territoire et qui ont une deuxième, troisième résidence sur le territoire. Il est là en fait et les Parisiens en fait c'est un terme qu'on a toujours eu du mal à expliquer parce que moi-même je me rappelle une fois à Edic, sur l'île d'Edic, on m'a appelé le Rennais, donc j'étais quelque part, ça voulait dire le Parisien. Le Parisien c'est quoi? C'est celui qui repart en fait, c'est celui qui reste pas à vivre l'hiver, c'est celui qui veut pas vivre la météo la plus compliquée. Pour moi c'est un petit peu ce que j'entends, c'est celui qui est de passage, qui vit pas le territoire. C'est ça qu'on met derrière le terme les Parisiens. Une forme de mépris finalement, un petit peu vis-à-vis de celui qui est de passage. Celui qui est de passage, ouais, celui sans doute qui est un petit peu plus opulent et qui peut se permettre d'acheter plus facilement sur le territoire. Mais encore une fois, ça ne renvoie pas vraiment, les Parisiens, les gens qui habitent en Île-de-France, qui peuvent être des Bretons d'ailleurs, demeurant, ne représentent qu'une trentaine de % des maisons de vacances. La plupart, encore une fois, des maisons de vacances, ce sont celles des Bretons, de ceux qui habitent sur le territoire, qui ont plusieurs résidences. Alors on avait l'impression qu'il y avait des petits points de la côte, des petits points du territoire breton qui étaient un peu épargnés par ce phénomène des volets fermés. On constate à la lecture de votre livre que finalement le phénomène est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait imaginer, ou en tout cas qu'on pourrait ressentir. Moi, ce que je disais en préambule de notre échange, effectivement, moi je vais prendre ce chiffre, parce que je pense que là c'est un bon chiffre de la bascule, c'est quand il y a plus de maisons secondaires et de logements Airbnb, de volets fermés l'hiver que d'habitations principales. Ça représente 20% du littoral de la péninsule, donc Bretagne à 5 départements, Bretagne historique on va l'appeler. Bretagne historique, voilà, on va raisonner Bretagne historique. Et c'est 20%. Sans doute que même ce chiffre il a enflé avec le Covid. Donc on peut pas dire que c'est une donnée marginale. Et le problème du logement, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle ville, à Lorient, à Brest, à Saint-Malo encore plus, vous trouvez plus de logements alloués à la nuitée, parfois 10, parfois 100 fois plus que de logements alloués à l'année. Donc ça pose des problématiques qui sont colossales, même si on n'a pas atteint dans ces villes-là 50% de logements vacants en hiver. Donc effectivement, le phénomène de la problématique de se loger sur le littoral, elle touche concrètement 20% du littoral aujourd'hui, mais on sent que le phénomène, il touche de plus en plus et il préoccupe de plus en plus quasiment tout le littoral breton.
Alors, il y a aussi des résistances. La Bretagne est aussi une terre de résistance. On a vu des résidences, alors secondaires, je mets des guillemets, mais qui ont été incendiées, qui ont été dégradées. Alors, on a attribué, pour quelques-unes d'entre elles, en tout cas, le fait au FLB qui se serait reconstitué. Est-ce que ça peut être inquiétant, ce phénomène de résistance, et s'il peut avoir en tout cas, j'allais dire des frictions entre ceux qui ne veulent plus qu'il y ait de volets fermés et ceux qui louent parce que voilà, ça leur fait de l'argent, hein, n'ayons pas peur des mots. Moi, je ne sais pas qui est derrière, qui sont ces gens qui se réapproprient le FLB. Je ne sais pas qui ils sont. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui une recrudescence d'événements qui m'interrogent et qui m'interpellent quand on commence à brûler des maisons et que visiblement on le fait de manière assez coordonné, ça doit interpeller, ça doit quand même questionner. Moi, le journaliste que je suis, j'ai envie de comprendre. Et je ne sais pas qui est derrière en fait ces événements-là et quelles sont les idées. Est-ce qu'il y a une vraie grogne sociale autour du problème de logement? Est-ce que c'est un moyen de récupérer un problème qui nous touche quasiment tous, donc un problème populaire pour faire passer des idées politiques? À ce stade, dans le livre, j'en parle, j'évoque des pistes, mais je ne suis pas forcément en mesure d'expliquer et de dire qui est derrière ces événements-là, parce que on peut avoir un spectre très large de nationalistes bretons d'extrême gauche comme de nationalistes bretons d'extrême droite, comme de militants déçus qui n'ont pas réussi à faire passer leurs idées par des biais d'échanges, de tables rondes, et donc qui auraient envie de passer à une étape supérieure. Je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas qui est derrière et ça m'interroge. Ouais. Est-ce que vous êtes, après ce tour de Bretagne qui donne l'objet de ce livre, est-ce que vous êtes optimiste ou plutôt pessimiste sur l'avenir Est-ce qu'on aura plus de volets fermés ou est-ce qu'à un moment ou à un autre, on peut imaginer que ça change ? J'espère. Moi, j'ai envie que mes enfants ils puissent vivre là où ils ont envie d'habiter. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir maintenir une vitalité sur le littoral. Enfin, pour moi, une Bretagne qui hibernerait comme ça se passe dans certains endroits d'Europe, j'en parle aussi dans l'ouvrage. Mais je ne conçois pas que ça soit ça la Bretagne. La Bretagne, c'est pas que des paysages et des cartes postales. La Bretagne, ce sont des gens, ce sont ceux qui la vivent au quotidien. Enfin, c'est quand même ça l'âme d'un territoire. Donc si on n'a plus de personnes pour habiter tout le temps sur le territoire, ça sera vraiment problématique. Et on ne peut pas vivre en fait un territoire avec pas assez de vie ou trop de vie d'un coup. En fait, faut garder un équilibre finalement. Faut garder un équilibre, à mon sens. Et maintenant, il va falloir effectivement, si on laisse la loi du marché donner les règles du jeu, le bras de fer il est biaisé pour les gens qui veulent s'installer à l'année, parce que le rapport de force il est trop fort pour acheter, pour s'installer, pour louer. Donc il va sans doute falloir trouver des solutions politiques et puis aussi se questionner collectivement sur nous-mêmes, quelle vision on a du littoral chacun et comment on veut le garder en tout cas vivant à l'année. Une dernière question, il nous reste 3-4 minutes, 2 minutes me dit notre réalisateur, 2-3 minutes même, allez, soyons fous. Est-ce qu'on n'a pas le risque de voir la Bretagne devenir comme certaines régions alors en France, c'est-à-dire de se désertifier des jeunes qui partiraient ailleurs pour essayer de construire leur vie ailleurs parce que c'est trop cher ici, une forme un petit peu ce qu'on a vu sur la Côte d'Azur il y a quelques années, voilà, où on a eu les gens qui étaient riches, qui pouvaient s'installer, les autres qui partaient finalement. C'est qu'on aura tous échoué, parce que si c'est ce qui se passe dans une décennie, ça peut aller très vite en fait, parce qu'une maison qui passe d'une résidence principale qui devient une maison de vacances ou un logement Airbnb, on le perd quasiment pour 80 ans en fait, ce logement-là. Donc ça peut aller assez vite en fait, et c'est pour ça aussi que moi j'écris, c'est que ça m'inquiète. Mais si on venait à avoir une désertification du littoral et qu'il n'y avait plus que des résidences secondaires, des retraités avec un gros pouvoir d'achat qui s'installait sur les côtes, mais on va avoir un gros problème social aussi. C'est
comment on fait pour vieillir sur un territoire si on n'a plus d'infirmiers, s'il n'y a plus d'aides-soignants, s'il n'y a plus de porteurs de repas à domicile? Vous pensez qu'on vieillira, enfin ces gens-là vieilliront bien sur nos côtes? Non, je ne crois pas. Donc il y a un besoin de mixité sociale évident pour tout le monde en fait sur un territoire. Et je ne crois pas que l'avenir de la Bretagne, ça soit de devenir un centre de vacances à ciel ouvert ou une maison de retraite à ciel ouvert. En tout cas, c'est pas à souhaiter. Je renvoie Benjamin Kels à la lecture de votre ouvrage Bretagne secondaire, une année au pays des volets fermés, avec les magnifiques illustrations de Joël Bossel. Un aspect très humain dans ce livre. Alors, je dis pour nos auditrices, nos auditeurs, c'est pas une étude, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Moi, je l'ai ressenti aussi comme une balade. On parlait de la poésie tout à l'heure, des poètes. Moi, j'ai voulu l'écrire comme un récit, en fait, donc j'ai envie d'embarquer le lecteur avec moi, j'ai envie de lui donner à voir une complexité, lui donner à voir, à comprendre, en fait, un problème, mais j'ai envie qu'il prenne du plaisir à lire, et que c'est pas une étude sociologique ou une étude ethnographique sociologique, non, c'est un récit que j'ai essayé d'écrire le mieux possible, en tout cas. Je crois que c'est réussi. En tout cas, je le dis pour les auditrices et les auditeurs. J'ai oublié de préciser que c'est publié aux éditions du Coin de la Rue et dans la collection Les Explorations bretonnes, avec d'autres ouvrages à consulter aussi, à lire. Voilà, ce Bretagne secondaire dont on parlait ce matin avec son auteur Benjamin Kels, qui est aussi journaliste, confrère, allais-je dire, du Monde en particulier. Voilà, vous écrivez aussi dans le journal Le Monde. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Bretagne 5. Et vraiment, j'encourage les auditrices et les auditeurs à acheter j'allais presque dire joli livre, parce qu'en plus, il est très joli. Merci infiniment. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.